Bonjour à tous, je nous représente Florence Després et Solène Remise, respectivement doctorante en neurosciences et interne en génétique à Tours. Et on va vous parler de la contribution des gènes DPYSL2 et DPYSL5 dans la déficience intellectuelle avec malformation cérébrale. Donc pour remettre un petit peu le contexte, le gène DPYSL5 il a déjà été fait l'objet d'une étude en 2021 par l'équipe de Tours qui a recensé 8 patients présentant le même variant récurrent faux sens, E41K, chez des patients présentant un retard de développement global, une hypotonie, une déficience intellectuelle sévère et des malformations cérébrales à type d'agénésie du corps calleux, comme on peut le voir dans les 2 IRM de 2 patients. Il y a aussi un autre variant qui a été rapporté dans cet article, le variant G47R, initialement décrit chez l'une des premières patientes de Richard Schinzel. Donc, le gène DPYSL5 fait partie d'une famille de 5 gènes, les dihydropyrimidinases-like, qui codent 5 protéines qui sont fortement exprimées dans le système nerveux en développement et qui jouent différents rôles au sein du neurone immature ou mature, comme par exemple notamment la croissance dendritique avec DPYSL2 qui la favorise alors que DPYSL5 l'inhibe, ou encore des processus comme la synaptogénèse. Donc on a voulu continuer le travail initié en 2021 et on a rapporté 10 nouveaux patients, en bleu par un appel à collaboration. Donc 3 patients qui présentaient le variant récurrent déjà décrit, dont un fœtus en rouge dans notre cohorte. On a décrit un nouveau variant récurrent, le variant E25K, et 4 autres variants faux sens répartis sur la protéine. Donc tous ces patients présentent, c'est le critère de recrutement aussi, un retard de développement plus ou moins global avec un trouble du développement intellectuel de sévérité variable. Et ils peuvent avoir d'autres symptômes comme des troubles du spectre de l'autisme ou une faiblesse musculaire par exemple. Sur le plan de l'IRM cérébral, ce qui est intéressant de noter, c'est que tous les patients présentant l'un des 2 variants récurrents ont tous une agénésie du corps calleux. Il y a ces 2 patients qui ont une IRM cérébrale strictement normale et ces 2 patients ont une malformation de Chiari de type 1. Donc, comme vous l'a évoqué Solène pendant l'introduction, DPYSL5 et DPYSL2 ont un rôle antagoniste sur la croissance dendritique. Une étude en 2010 a montré que DPYSL2, en interagissant avec les protéines du cytosquelette, stabilise les microtubules et et favorise la croissance dendritique, alors qu'à l'inverse, l'interaction de DPYSL5 avec les protéines du cytosquelette inhibe la croissance dendritique. Donc l'article qui a été publié en 2021 par notre équipe a démontré que la surexpression des variants E41K et G47R dans des cultures de neurones de souris d'hippocampe de souris, perturbe l'interaction de DPYSL5 avec les protéines du cytosquelette et inhibe la fonction inhibitrice de DPYSL5 sur la croissance dendritique. Donc c'est pour cette raison qu'on a fait les mêmes tests fonctionnels avec les nouveaux variants qu'on a identifiés. Donc comme je vous l'ai dit préalablement, quand on surexprime la forme wild-type de DPYSL5, on a bien une inhibition de la croissance des dendrites et on a une perte de cet effet avec le variant E25K, A253S et R521Q. Seul le variant R354C ne provoque pas cette perte de fonction de DPYSL5. Par contre, ce variant provoque une diminution de la longueur des axones par rapport à la forme wild-type de DPYSL5. Ensuite, on a fait des études sur l'impact des variants sur la synaptogénèse et sur la maturation des synapses, car ce sont des processus qui sont souvent altérés dans les troubles du neurodéveloppement. Et nous avons mis en évidence que lorsqu'on surexprime la forme wild-type de DPYSL5, on a une augmentation du nombre de synapses et qu'on a une perte de cet effet avec le variant E25K et qu'on n'a aucun effet avec les variants E41K et G47R. Lorsqu'on surexprime la forme wild-type, on a également une augmentation du nombre de synapses matures. Le variant E25K n'a pas d'effet, mais par contre, les variants E41K et G47R provoquent une perte de fonction de DPYSL5 sur la maturation des synapses.
Et donc on s'est aussi intéressé aux autres gènes de la famille DPYSL, et notamment DPYSL2, qui avait déjà fait l'objet d'une description en 2022 chez 2 patients qui avaient une hypoplasie du corps calleux et une déficience intellectuelle qui sont représentés en vert. Et donc on rapporte 12 autres patients, dont 2 qui s'avéraient avoir le variant déjà décrit, donc probablement un variant récurrent aussi, dont un fœtus dans notre cohorte. Donc, tous ces patients ils présentent un retard de développement avec un trouble du développement intellectuel également de sévérité variable, et ils semblent avoir plus de signes extraneurologiques que les patients ayant un variant dans DPYSL5. Alors c'est ni très spécifique ni très reproductible d'un patient à l'autre dans notre cohorte, mais plus de troubles visuels ou de troubles orthopédiques par exemple. Et pour ce qui est de leur IRM cérébral, alors pour faire le parallèle avec DPYSL5, tous ceux qui présentaient le variant récurrent avaient une dysgénésie du corps calleux. Alors nous, c'est une agénésie, les deux en bleu, les deux nôtres, mais dans le papier, là, c'était une hypoplasie, donc une dysgénésie du corps calleux. Et dans notre cohorte, il y a des IRM cérébrales qui sont normales également. Donc, en conclusion, nous avons donc identifié une nouvelle cohorte de patients avec des variants hétérozygotes dans le gène DPYSL5. Nous avons confirmé la contribution de ce gène dans les maladies du neurodéveloppement, notamment par le fait qu'on a trouvé 2 variants récurrents avec des patients qui ont tous une agénésie du corps calleux. Et nos analyses fonctionnelles ont confirmé l'impact pathogène des variants que nous avons identifiés, et nous souhaitons expandre ce travail aux autres membres de la famille des DPYSL, et notamment avec DPYSL2. Et il y a une possibilité de faire les tests fonctionnels au laboratoire pour confirmer l'impact de ces nouveaux variants pour identifier s'ils sont pathogènes ou pas. Et donc juste pour terminer, donc on remercie évidemment tous les collaborateurs, cliniciens ou biologistes, ainsi que les patients et leurs familles. Et si jamais vous avez des variants dans l'un des 5 gènes de cette famille et que vous voulez bien partager les données avec nous, on est preneurs. Merci beaucoup.